Bonjour à tous. J'espère que ceux qui sont connectés puissent m'entendre. Je m'appelle Lina Reyes, pour ceux qui ne me connaissent pas, juriste de Paul Mar du CMAP, et je vous remercie à vous tous pour votre présence aujourd'hui, ce mardi. Les sujets abordés concernent la déontologie du médiateur et de l'arbitre face aux dilemmes éthiques et aux risques de corruption. Et nous sommes honorés d'accueillir parmi nous trois intervenants avec des profils divers, mais qui sont tous les trois spécialistes sur ces sujets et qui vont répondre à différentes questions. Et par exemple, ils vont commencer par pourquoi ces sujets, quel est l'intérêt actuel de ces sujets pour le médiateur et les arbitres. Ensuite, ils vont aborder les fondements déontologiques et aussi de droit pénal liés à cette question. Ils vont aussi nous présenter un peu l'évolution jurisprudentielle et quelques exemples. Et à la fin, ils vont nous dire quels seront les red flags ou les points de vigilance sur ces sujets. Donc, sans pas trop tarder, je vais présenter les différents profils. Malheureusement, pour des questions de transport, il y aura un intervenant qui nous rejoindra plus tard. Mais je commence par Madame Faïssa Alec d'Olivet, qui est là. Madame Faïssa Alec d'Olivet est avocate et médiatrice certifiée CEDR et CMAP, avec plus de 15 ans d'expérience en droit international des affaires. Elle est aussi spécialiste en droit commercial, droit des contrats, droit de l'homme et conformité ou anticorruption. Elle dispose aussi d'une expertise dans la gestion des négociations commerciales complexes avec des réseaux d'agences et de distribution, ainsi que dans les contentieux transfrontaliers dans divers secteurs, notamment les mines, le pétrole, les gaz, l'industrie et la construction. Son profil est orienté vers les solutions amiables ou alternatives et aussi elle est engagée pour la protection des intérêts des parties et l'émergence des relations constructives. Elle intervient également comme conseil de confiance avec un solide parcours en gestion de risques et résolution de conflits multijuridictionnels. Elle a aussi une expérience à l'international très importante. Ensuite, Monsieur Carl Hennessy, je l'ai bien prononcé, c'est Hennessy. Il occupe le poste de vice-président senior chez Airbus. Il dirige actuellement les activités mondiales du groupe en lien avec les enquêtes et les contentieux. Il enseigne par ailleurs dans de diverses universités et siège occasionnellement en tant qu'arbitre, ainsi qu'au conseil d'administration et de sociétés et d'organisations à but non lucratif. Il a précédemment présidé le conseil d'administration de la Cour d'arbitrage de la ICC. Il siège désormais au conseil de HKEAC et de la International Council of Commercial Arbitration, au comité de médiation de la ABA, ainsi qu'au conseil des universités de Queen Mary à Londres et de Toulouse Capitale. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je vous laisse commencer l'intervention et après, Madame Kamalia Metayeva viendra nous rejoindre. OK, merci beaucoup et merci à vous tous. Bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, en effet, on a dans ce panel choisi d'aborder la question de la déontologie du médiateur et le risque de corruption, mais plus généralement le dilemme éthique pour le médiateur et l'arbitre, mais aussi pour le chef d'entreprise et la façon dont ce sujet de la corruption, et notamment dans les affaires internationales, vient impacter d'une part la vie de l'entreprise et par voie de conséquence les mécanismes de résolution des litiges. Et peut-être à titre de propos préliminaire, je voulais juste rappeler un petit peu le contexte récent en matière de lutte contre la corruption qui a énormément évolué, que ce soit du côté du volet réglementaire avec des textes qui ont été mis en œuvre, notamment la loi Sapin 2 en France, à l'instar de la législation anglaise, le UK Bribery Act, et de la législation américaine, le Foreign Corrupt Practices Act. Et disons que tout cet écosystème de l'anticorruption est venu mettre une pression grandissante sur les entreprises qui ont aujourd'hui l'obligation de mettre en œuvre des programmes internes de conformité sur tous les volets de vigilance et de contrôle en matière de lutte contre la corruption, ce qui signifie un travail assez important de compliance pour les entreprises.
Et la coopération internationale, par ce même biais, s'est également renforcée, c'est-à-dire que les autorités de poursuite pénale aujourd'hui travaillent de concert et sont amenées à renforcer leur coopération sur des poursuites qui concerneraient des entreprises assujetties aux obligations en matière anticorruption. Et par ailleurs, les textes internationaux continuent de jouer un rôle important, et notamment la Convention de Mérida des Nations Unies et la Convention de l'ONU sur la lutte contre la corruption, de l'OCDE, pardon, sur la lutte contre la corruption. Donc, on a en fait un arsenal juridique qui s'est vraiment construit, mais pas seulement d'un point de vue textuel. On a aussi des actions, et on le voit très régulièrement dans la presse. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont poursuivies sous l'impact initial des États-Unis, qui a vraiment eu une posture extrêmement sévère sur la mise en œuvre de son texte du FCPA, et l'extraterritorialité dont on a énormément parlé, qui a permis finalement de venir poursuivre à l'étranger des entreprises qui étaient voilà, poursuivies dans le cadre de corruption, d'actes de corruption déployés à l'étranger. Cette définition de la corruption, elle n'a cessé, donc j'ai simplement rappelé l'article le texte français ici, mais elle n'a cessé de se développer et de devenir assez tentaculaire. C'est-à-dire que si on a d'abord visé la corruption d'agents publics étrangers comme infraction, bonjour Cavalia. Donc c'est vrai que voilà l'aspect tentaculaire de ces régulations, il est notable d'une part parce que de la corruption d'agents publics étrangers, on vise aujourd'hui la corruption privée, donc le champ d'application s'est largement élargi. On vise également la corruption active et la corruption passive, c'est-à-dire le fait de donner, mais aussi le fait de recevoir, qui sont deux infractions autonomes, et la corruption directe et indirecte. Indirecte, en ce sens que l'entreprise concernée va devoir contrôler toute la chaîne de contrat. Donc l'impact de la corruption d'un point de vue droit des affaires et d'un point de vue contractuel, il est extrêmement significatif puisque toutes les clauses de conformité qui sont insérées dans les contrats commerciaux vont se répercuter sur la chaîne de prestataires. Donc, des sociétés qui ne seraient pas assujetties initialement vont, par voie de conséquence, le devenir puisque elles opèrent dans le spectre de l'entreprise concernée à l'étranger notamment. Donc, on est sur un sujet qui était peut-être perçu comme un sujet plutôt d'ordre public et qui est réellement devenu aujourd'hui un sujet essentiel de la vie des affaires. Donc, pourquoi est-ce que nous, on s'y est intéressé du point de vue de l'arbitre et du médiateur? C'est que si l'entreprise est aujourd'hui concernée par l'arsenal juridique anticorruption, tout le contentieux qui peut résulter de la vie des affaires, qui va se présenter devant l'arbitre ou devant le médiateur, va potentiellement comporter des sujets, qu'ils soient minoritaires ou principaux, mais en tout cas, dans l'exécution des contrats internationaux, dans le contentieux d'investissement, dans tous les secteurs d'activité, notamment dits sensibles, où on considère que le risque est accru, c'est-à-dire les infrastructures, le domaine des ressources naturelles, le domaine de la défense, avec la question du renouvellement des licences d'exploitation, par exemple, qui sont nécessaires pour l'entreprise implantée dans différents pays étrangers et qui va être confrontée aux autorités locales de façon à pouvoir renouveler son permis d'exploitation pour une durée déterminée. Finalement, ces situations à risque vont potentiellement comporter un volet d'alerte sur laquelle l'entreprise va devoir désormais être extrêmement vigilante par rapport à le risque de corruption que cela comporte. Effectivement, dans les marchés publics, on est aussi amené à constater que la question de la corruption et de l'infraction de corruption est beaucoup plus présente. Et on le voit aussi dans les affaires publiques aujourd'hui. On n'a jamais autant vu de poursuites pénales à l'encontre d'anciens élus et d'élus. Donc, on a également un contentieux ESG. On parle beaucoup du volet environnemental, social. On a le texte sur le devoir de vigilance, mais
et d'autres textes internationaux qui sont pertinents en la matière. Là aussi, en fait, souvent, on constate que une violation des droits humains peut comporter aussi un volet corruption. Donc, le contentieux ESG qui est amené à se développer va également nécessiter pour le médiateur et l'arbitre de se poser un certain nombre de questions par rapport à ce risque-là et de bien comprendre ses obligations. Donc, les dilemmes éthiques du médiateur et de l'arbitre, ben, c'est effectivement d'être confronté dans le dossier à une infraction pénale, d'être confronté à une violation de l'ordre public, d'être confronté à une situation où l'arbitrage ou la médiation est utilisée comme voie de contournement, donc comme est instrumentalisée. La question du paiement des honoraires, on parle parfois de la question du success fee qu'on pourra aborder un petit peu plus tard. Donc voilà, l'enjeu de transparence accrue aujourd'hui, il va effectivement impacter ces mécanismes de résolution des litiges. Voilà ce que je voulais dire en propos introductif. Dans ces cas-là, Oui. je vais me permettre de présenter ton Très bien. profil. Madame Kamalia Metayeva, elle est agrégée des droits privés et des sciences criminelles, est aussi professeure de droit à l'Université parisaise de Créteil et où elle co-dirige les LLM, Contentieux international des affaires approfondies. Aussi, elle est avocate au barreau de Paris. Elle exerce en tant que special counsel au sein du cabinet Clay Arbitration. Par ailleurs, elle est membre de la commission d'arbitrage du CMAP et aussi de la Cour internationale d'arbitrage de l'ICC. Merci beaucoup. Ça aussi, ça c'est quelque chose qu'on peut dire sur moi. Mais je ne savais pas qu'il y avait une manifestation des agriculteurs et que le bus qui partait pourtant à 7h40 n'était finalement pas un moyen fiable. Voilà, donc je suis encore une fois désolée. Voilà, merci Lina pour la présentation. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Si on est pour l'instant dans les propos introductifs, ce que je pense qu'il est intéressant à rajouter, alors je ne parlerai que du point de vue de l'arbitre et non pas du médiateur et de la médiation. Ce qui est important à rajouter, c'est que dans l'arbitrage, il y a finalement deux perspectives, celle de l'arbitre et celle du juge. Celle de l'arbitre qui est chargé, donc qui a son office, qui est de connaître du litige, donc d'appliquer le contrat et le droit applicable, et celle du juge qui, lui, n'est pas le juge du contrat, c'est le juge. Alors, il y a deux juges dans la corruption. Il y a le juge pénal, qui est le juge de l'infraction, le juge des faits infractionnels allégués, et le juge civil, qui est le juge de recours en annulation, ou le juge d'appel en cas d'exéquatur, si jamais il y a l'appel contre l'ordonnance d'exéquatur. Donc, ce juge-là, donc le pénal, pour l'instant, on le met de côté, même si ça redeviendra pertinent, mais ce juge-là, son office, le juge civil, c'est de contrôler la conformité de l'insertion de la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral, donc la conformité à l'ordre public international français. Là, on parle du point de vue français. Et c'est justement là où je voulais en venir, c'est que ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a deux perspectives dans une instance, donc et post-instance, mais il y a pas d'approche universelle. Alors, on sait que la corruption et le mal international, il est réprimé par des textes nationaux dans toutes les législations du monde, et il fait l'objet des textes internationaux également de l'OCDE, de l'ONU. Donc, il y a des conventions internationales qui régissent, qui répriment, qui définissent, etc. Donc, on est d'accord qu'il s'agit d'un mal universel et qui est puni partout. Mais là où l'approche n'est pas universelle, c'est que déjà, il y a des distinctions entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international. Et l'approche n'est pas du tout la même, et on y reviendra quand on abordera des questions, je suppose, un peu plus techniques, telles que l'obligation et la faculté de sursis à statuer, l'autorité de la chose jugée d'un jugement pénal, d'un non-lieu ou d'une condamnation, ou une convention judiciaire d'intérêt public qui a été conclue, etc. Donc, toutes ces questions-là, comment est-ce que l'arbitre est tenu? Est-ce qu'il est tenu de manière facultative, obligatoire, pas du tout tenu? Et la réponse à ces questions, non seulement dépend du droit national applicable, c'est-à-dire du droit national pertinent, en l'occurrence arbitrage interne ou arbitrage international, même lorsqu'on est un arbitrage international et qu'il est déjà acquis en France, que la Cour de cassation depuis 2005, elle a consacré les constantes là-dessus, que l'arbitre n'est pas tenu de surseoir à statuer, puisque l'adage ou la règle, le criminel tient le civil en l'état, ne s'applique pas à un arbitrage international. Même dans ces cas-là, l'approche n'est pas universelle. Et c'est par là que je voulais commencer, puisque nous sommes par définition par une matière, alors sauf vraiment quand on est dans un arbitrage interne, mais on est dans une matière qui est internationale, qui a des éléments transnationaux pertinents.
Par conséquent, donc le droit au fond applicable peut être justement le droit qui s'applique aux faits infractionnels, aux faits donc du point de vue civil et du point de vue pénal. La compétence pénale peut être celle du juge qui n'est pas forcément le juge du fort, donc qui n'est pas forcément le siège de l'arbitrage. Par exemple, l'arbitrage peut avoir comme siège à Paris, mais l'infraction a eu lieu en Kyrgyzstan. Je prends l'exemple de l'affaire Bélocon. Donc là, est-ce que la loi pénale, est-ce que la procédure pénale du lieu des faits infractionnels, comment est-ce qu'elle s'applique, comment est-ce qu'elle influence le fort qui est le siège de l'arbitrage. Pourtant, l'arbitre est international, mais est-ce qu'il est influencé ou pas? Donc voilà, donc ce qui est intéressant avec la corruption et l'arbitrage, c'est que une matière évidemment a priori inarbitrable puisqu'on est dans le pénal, mais qui croise pour des raisons que Faiza vient d'évoquer de manière tout à fait fréquente l'arbitrage, puisque nous sommes par définition dans des domaines, dans des types de contrats dans lesquels il peut y avoir une intervention des agents publics, il peut y avoir la corruption, le trafic d'influence. Donc nous sommes quand même dans ces domaines-là. Alors je ne vais pas stigmatiser puisque cela a été explicitement interdit par la Cour d'appel lorsqu'on a dit que, bon, de toute façon, lorsqu'on est dans des États comme le Gabon, etc., bon, c'est fréquent d'avoir de la corruption pour avoir une participation dans un marché public. Donc on a dit que ça ne peut pas constituer un indice, on est vraiment dans un contrôle in concreto, on ne peut pas voilà, généraliser que sur tel ou tel continent ou dans tel ou tel pays, il y a plus de corruption que dans l'autre, mais c'est un phénomène universel. Il y a des contrats qui sont plus sensibles que d'autres et l'arbitrage, par définition, croise ces contrats, puisque ce sont tous des contrats qui, bon, a priori, comportent une clause d'arbitrage. Donc, mais il y a une normativité très éclatée, puisqu'on est amené, quel que soit le droit applicable, une normativité éclatée parce qu'on est amené à appliquer ou à prendre en considération, ce qui n'est pas la même chose donc, dans un degré de contrainte plus faible, mais on est amené à prendre en considération des lois et des procédures parallèles qui peuvent être pertinentes pour l'arbitre. Voilà, quelle serait la sanction, mais on en reviendra. C'est évidemment l'efficacité de la sentence qui reste d'être compromise, puisqu'on on a par exemple pas vu la corruption, ou au contraire, on a considéré qu'il n'y avait pas de corruption, et puis après, donc il ne s'agit pas de la responsabilité personnelle de l'arbitre, bien sûr, de la responsabilité professionnelle, il s'agit de mettre en danger la sentence qui ne serait pas insérée dans l'ordre juridique, ne serait pas reconnue ou serait annulée par le juge du siège ou par le juge de l'exéquatur. Voilà, donc ça c'est le risque, d'où la sensibilité des questions de la corruption et une jurisprudence très riche, mais qui a l'air de se stabiliser, mais j'y reviendrai puisque là on serait déjà dans le cœur du sujet, une jurisprudence, et puis si vous avez des questions qui portent sur tel ou tel arrêt précis, mais on est dans un mouvement depuis, je dirais, 5-6 ans qui se stabilise, et avec un arrêt très récent de la Cour d'appel du 28 octobre 2025 qui apporte encore une touche très intéressante donc à cette normativité très riche, déjà du point de vue français, mais normativité riche de manière générale, parce qu'elle est éclatée. Mais on abordera également des questions de l'éthique. Alors, je pense que je ne sais pas si j'ai raté cette partie de la discussion, mais pour l'arbitre, il n'y a pas de code de déontologie, il n'y a pas de loi précise donc il n'y a pas de code d'éthique. Alors là, il y a des soft laws, les instruments de soft law qui travaillent là-dessus pour élaborer les règles de ethics, donc de éthique, de déontologie, mais je dirais qu'on n'est pas tout à fait dans les thématiques de la corruption qui sont abordées plutôt du point de vue des règles de l'ordre public international, de la loi applicable, des procédures pénales parallèles ou déjà terminées qui sont pertinentes. Donc, ce serait pas exactement la déontologie telle qu'on l'entend on pourrait l'entendre pour d'autres professions. Voilà donc pour quelques mots d'introduction pour définir les contours des questions qui, à mon sens, sont pertinentes pour notre discussion de ce matin. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Karl peut-être pourrait ajouter quelque chose, voudrait ajouter quelque chose comme mot introductif. Tout à fait. Tout d'abord, merci à l'ESIMA pour pouvoir m'inviter aujourd'hui. En fait, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. La réalité, en fait, des entreprises est bien compliquée, comme elle était abordée par mes collègues, mais à un moment donné, on doit la simplifier dans une certaine manière. En fait, c'est clair que où il y a des affaires de corruption, en fait, on a forcément en fait des procédures diverses. En fait, je vais ajouter l'excellente exposition en fait faite par mes collègues. La réalité qu'il y a souvent en fait les procès pénals parallèles. C'est pas juste en fait une poursuite en France, en fait le siège, mais en fait des poursuites locaux qui sont souvent seulement influencées par la politique.
local aussi. En fait, parfois, en fait, on a des différents intérêts publics, en fait, ici que, en fait, ailleurs. Il y a aussi, en fait, les attentes des actionnaires, les attentes des auditeurs internes, externes, en fait, le AMF et bien beaucoup des autres aussi. Et forcément, l'entreprise se retrouve dans une situation de prioriser en fait des choses. C'est bien sûr le cas que en fait les arbitrages, les litiges civils se retrouvent dans la liste, mais ils sont pas forcément en fait en tête ni en première place en fait dans les soucis d'une entreprise qui est soumise dans une affaire de corruption. Et le bel exemple qui montre bien en fait cette réalité est la confrontation entre la loi pénale qui est souvent qui empêche souvent des entreprises à donner les preuves en fait dans un arbitrage qui peuvent en fait aider le tribunal en fait l'arbitre à retrouver la vérité. Et la réalité qu'en fait, les attentes des enquêteurs, en fait, le PNF, le SFO, le DOJ, et d'empêcher, en fait, de donner, en fait, aux tierces parties des preuves qui peuvent l'aider à éviter les poursuites. Et c'est un choix très difficile, mais enfin, la confrontation de cette est une réalité dans presque chacun, en fait, des affaires. Parce que c'est les réalités aussi. Et les arbitres, les médiateurs, particulièrement les arbitres, ils hésitent de suspendre l'arbitrage jusqu'au fin de l'affaire pénale. En fait, on fait très souvent la demande, mais ils étaient, en fait, dans mon expérience, c'était jamais donné suite. Les arbitres, ils confondent les réalités que s'ils attendent jusqu'au fin d'un procès pénal, ils ont toutes les preuves, mais en fait, ils préfèrent quand même de procéder, en fait, en absence de certaines preuves qui peuvent être données en fin de poursuite qui n'est pas présent au début. Les réalités de la déontologie des arbitres, c'est pas si simple non plus. Parce que les arbitres qui viennent de certaines juridictions, par exemple l'Allemagne où je viens moi-même, en fait, ils sont confrontés avec les responsabilités pénales qui sont plutôt en fait les soft law pour les arbitres français, pour les arbitres anglais, pour les arbitres suisses. Et on voit clairement une différence d'approche en fait entre les arbitres qui viennent des différentes traditions. En même temps, en fait, il y a un two-way street. Bien sûr, l'arbitrage est une source pour certaines preuves qui peuvent être utiles à achever un CGIP, en fait, de négocier, en fait, des résolutions avec DOJ, avec les SFO et avec le PNF en même temps. Et les arbitres sont très connaissants de leur rôle comme enquêteurs dans ce sens. En fait, le dialogue est très réel dans un certain sens. Au début de chacun des arbitrages, on parle bien des choses en fait qui sont encore de se faire, mais on évite aussi certains sujets en même temps. C'est un moment très curieux. Après mes centaines d'expériences, après notre enquête, je peux vous dire qu'il y a certaines tendances, mais chacun des arbitres, chacun des médiateurs, ils ont leur approche très personnelle dans ce domaine-là. Certains ils se confrontent dans une manière très directe. Avec certains autres, on a l'impression qu'il veut éviter certaines questions difficiles. Euh, En même temps, en fait, il y a une progression qui poursuit pendant l'arbitrage lui-même. Il y a bien sûr le moment qui arrive où l'enquête est terminée. En fait, le CGIP ou le DPA est archivé, où en fait la possibilité de donner certaines preuves est arrivée et de confronter la réalité d'arrivage de certaines preuves au milieu, ou mettre même en fin d'un arbitrage et un défi pour les arbitres aussi. Un mot sur deux autres choses avant de repasser. Et la réalité est souvent résolue par le contrat. Bien sûr, il y a l'ordre public, bien sûr, en fait, il y a le code pénal, mais la réalité, depuis très longtemps, pour les entreprises, au moins pour les grandes entreprises, et le droit de corruption est rédigé dans les contrats. Et ça, c'est le chemin qui est souvent choisi par les médiateurs, par les arbitres pour éviter tout ça. C'est tout simple. En fait, dans le contrat, vous êtes obligé d'éviter toute action, toute chose qui peuvent
donner en fait une mauvaise réputation en fait à l'entreprise qui peut être interprétée comme un acte de corruption. Tout simple. Et les discussions autour de red flags, c'est mis à côté. Et j'ai vu dans une série des arbitrages qu'il y a une préférence très très forte par les arbitres d'éviter le débat autour des red flags et de se concentrer sur l'interprétation contractuelle. Pourquoi? Parce que c'est tout simple. Et c'est plus clair. Et c'est plus facile d'éviter une annulation de sentence. Et le dernier truc que je vais dire est la réalité en fait euh, des tierces parties. Il y a bien sûr les NGO, il y a bien sûr en fait l'AFA, il y a bien sûr en fait des acteurs qui ont un rôle à jouer. Il y a souvent une confrontation entre les attentes des tierces parties d'une transparence et les réalités d'une confidentialité où les procédures de médiation, les procédures d'arbitrage sont soumis. Et les réalités, ça c'est un élément de notre public aussi. Et c'est un vrai défi pour l'arbitrage, pour la médiation, qui n'existe pas pour les affaires qui sont devant les tribunaux des cours civils. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si peut-être Faïssa, tu veux prendre à nouveau la parole pour commencer sur le vif du sujet. Merci. Merci Léna. Merci beaucoup, Karl et Camélia. Donc, c'est vrai qu'on commence à voir ici un peu la complexité du sujet qui se dessine et surtout peut-être des réalités qui sont bien distinctes dans l'office de l'arbitre et celle du médiateur. Donc, moi, j'avais quand même envie de passer quelques minutes sur les principes fondamentaux de la médiation. Simplement pour s'assurer que tout le monde soit sur le même niveau de compréhension, parce que je crois qu'on a la chance d'avoir un public assez divers et qui travaille sur tous les sujets que l'on vous présente aujourd'hui. Donc c'est vrai que par rapport à l'arbitrage, l'enjeu pour le médiateur va être plutôt tourné vers un accueil des parties à leur demande. Donc ce qui va fonder la compétence du médiateur, c'est toujours la volonté des parties. Et cette volonté des parties signifie beaucoup de choses en pratique. C'est-à-dire que les parties ont la possibilité d'entrer en médiation si elles le souhaitent et si elles sont d'accord, mais elles ont aussi la possibilité d'en sortir à tout moment. Et ça, le médiateur le rappelle à chaque étape du processus. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre qui est figé ou qui est rigide par rapport à l'issue éventuelle de la médiation. Donc, la demande des parties de solliciter le médiateur repose sur leur consentement et va finalement s'appliquer tout au long du processus. La liberté de rester dans le processus de médiation, elle concerne aussi le médiateur qui a la liberté sur une question éthique ou un dilemme qui peut potentiellement lui poser une difficulté. Il va probablement aller questionner les parties sur un sujet, mais rappelons-nous que le médiateur n'a pas l'historique du dossier, n'a pas accès aux documents de preuve, par exemple, ne va pas intervenir en qualité d'expert et son rôle dans le processus n'est absolument pas de juger en droit ni de trancher le litige des parties. Donc on voit bien que, en partant de ce postulat, la difficulté par rapport à la question éthique, la question de corruption. Alors on a parlé de la question éthique pour élargir un peu le champ, non pas seulement aux problématiques de corruption, mais aussi bien sûr de conflits d'intérêts. Il y a tout un tas de sujets éthiques et de dilemmes qui peuvent se présenter au médiateur dans la gestion de son dossier. Mais je dirais que le degré de difficulté, étant donné que la question de la validité de l'accord de médiation qui va être éventuellement trouvé, n'a pas nécessairement vocation à être systématiquement homologué par le juge, puisque les parties sont libres de décider de faire homologuer l'accord. Elles ont cette possibilité, mais ce n'est pas une obligation, puisque le processus de médiation va permettre à chacune des parties de travailler sur déjà le champ de leur accord, mais aussi sa bonne application. Donc, une fois que l'accord sur le désaccord a pu être travaillé dans le processus, les parties sont assez volontaires, en fait, pour l'exécution. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais rappeler vraiment sur ce qui fonde la compétence,
c'est la volonté des parties. Ce qui fonde le domaine d'intervention du médiateur, c'est le choix des parties. Et la liberté est entière tout au long du processus. Ensuite, bien sûr, sur la notion d'impartialité, d'indépendance, là, on se rejoint avec les arbitres. Donc, on ne prend pas parti, c'est-à-dire qu'une partie qui va vouloir nous amener dans son récit et peut-être avec des red flags pour reprendre cette thématique, eh bien, on va rester extrêmement vigilant de maintenir cette ligne de crête de l'impartialité et de ne pas prendre parti, y compris quand des allégations qui sont liées, moi je pense plus à la chaîne de contrat, l'exécution d'un contrat international et le fait d'avoir plusieurs intervenants, prestataires de services, par exemple, qui sont concernés par ces obligations de corruption, de lutte, de prévention de la corruption. Et là où des faits sont avérés, en tout cas au regard de l'entreprise, enfin du point de vue de l'entreprise, et l'entreprise décide de mettre un terme sur la base de ces clauses contractuelles, mettre un terme et de résilier le contrat de façon unilatérale. Voilà la typologie de contentieux qui peut avoir un élément d'une transaction qui serait illégale et qui aurait trait à une potentielle infraction de corruption. Donc, c'est pas forcément l'objet essentiel du litige, puisque l'objet est la résiliation unilatérale du contrat, mais il va y avoir une argumentation autour du contexte et autour de la situation qui a pu se présenter pour les parties. Tout à l'heure, Kamalia parlait du non-jugement, et ça, c'est aussi un sujet sur lequel on travaille beaucoup en médiation, c'est-à-dire que l'accueil des parties va se faire avec cette ligne de crête, encore une fois, et de non-jugement. Donc, quand on travaille dans des pays africains, notamment, ou latinos, ou des pays de l'Est, ou que sais-je, on a tout cet arsenal d'analyse du contexte du pays en question, notamment au travers de l'association Transparency International qui fait un énorme travail sur ce sujet, avec des indicateurs de corruption, de niveau de corruption du pays, ou je le disais tout à l'heure, de secteurs qui sont dits sensibles. Ça va être des indicateurs, mais ça doit rester que des indicateurs. C'est-à-dire que je rejoins Kamalia sur le fait de pouvoir analyser une situation sans être déjà dans un biais qui va présupposer que les allégations de corruption pourraient être avérées. Donc ça, je crois que c'est aussi très important de le rappeler. Et ça me permet de faire la transition sur la notion de neutralité. L'accueil du médiateur est neutre. Et encore une fois, c'est ce qui justifie le fait que le médiateur ne rentre pas dans le dossier technique des clients, sauf à ce que les avocats ou les parties souhaitent lui soumettre certains éléments. Donc, ce cadre-là, et encore une fois, l'absence de pouvoir évaluatif du médiateur, l'absence de capacité de trancher le litige, vont peut-être, par rapport à l'arbitrage, encore une fois, mettre le médiateur sur un niveau d'exigence un tout petit peu moins important par rapport à ce que va nous présenter Kamalia, mais cette exigence très forte de pouvoir faire exécuter la sentence arbitrale. On reparlera un peu de la confidentialité, mais probablement tout à l'heure ensemble. Donc, je peux dire juste, je vais juste parler en fait de point de vue de l'entreprise sur cette liberté, sur ce choix. C'est un moment très curieux dans la vie d'une entreprise de préférer d'éviter, en fait, la médiation et des transactions, en fait. Mais la réalité est la suivante. Dans une affaire, en fait, de corruption qui est devant le pénal, on peut pas. On peut ni, en fait, faire une médiation, ni, en fait, chercher une solution transactionnelle. Pourquoi? Parce que, en fait, au moment d'être soumis dans une procédure pénale, on est dans un domaine d'incertitude où, en fait, tout doit être, en fait, confronté avec les réalités, que les choses qu'on a supposées, qu'ils étaient les réalités contractuelles, les relations commerciales, ne sont pas du tout comme ils ont apparu avant. Et on préfère, en fait, c'est pas une question de prendre les risques. On préfère pas prendre les risques. Et même dans des affaires où une transaction est très préférable, dans un domaine qui n'est pas touché par la corruption. Même, en fait, une entreprise comme la nôtre, qui a une préférence très forte pour la médiation, pour trouver les solutions créatives, on peut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, devant le pénal, il y a tout d'abord les attentes en fait, des enquêteurs, en fait, le DOJ, la SFO, le PNF,
ne vont pas vous empêcher de transiger, en fait, même de faire des médiations. Mais c'est très clair que c'est toi qui prends le risque. En fait, au moment que, en fait, l'entreprise va signer un accord, même si elle va faire des diligences intenses, si jamais il y a quelque chose qui va apparaître plus tard, et en fait, c'est l'entreprise qui prend le risque d'avoir signé la transaction, on préfère certainement, en fait, avoir, en fait, une procédure même dans des affaires qui sont tout à fait bien adaptées pour la médiation dans une situation normale. La réalité et la liberté n'est pas un avantage à ce moment-là. Et même dans l'arbitrage, c'est un peu la même chose. En fait, normalement, en fait, après une sentence arbitrale, en fait, il y a le moment qu'en fait, on se met autour d'une table pour résoudre les disputes sans avoir besoin d'exécution de sentence. Donc, dans des affaires touchées par la corruption, on préfère poursuivre les chemins très formels, en fait, pour montrer aux enquêteurs qu'on a fait le maximum. Et c'est la même chose pour le choix d'une procédure d'annulation. On poursuit même en fait cette procédure d'annulation sans aucun espoir de les gagner, juste pour être très très sûr. Et le moment curieux arrive en fait même peut-être bien plus tard. Les affaires, les agents fiscaux peuvent venir beaucoup plus tard. Disons que, écoute, vous n'avez pas poursuivi en fait jusqu'au bout les possibilités de confronter les faits de corruption. Vous n'avez pas fait en fait les procédures d'annulation. C'était un paiement volontaire en fait. Et même si nos confrères en fait chez les enquêteurs, ils étaient d'accord que vous poursuivez cette transaction, on n'est pas d'accord que le traitement fiscal est comme en fait pour une sentence. Et c'est une réalité pour une entreprise qui est très curieuse parce que normalement, une entreprise va toujours préférer une médiation, toujours préférer des transactions. Et dans une affaire touchée par la corruption, en fait, on n'a pas cette liberté du tout. Finalement, pour rebondir sur les deux points qui ont été évoqués, il me semble qu'il y a finalement, il y a quatre scénarios, et du point de vue de l'arbitre, du moins. Euh, bah, il y a soit l'arbitrage euh, est concomitant à une procédure parallèle, soit il n'y a pas de procédure pénale du tout. Soit donc il y a eu une procédure pénale et elle a donné lieu à une condamnation. Et ça, je pense que ça serait le scénario finalement le plus simple puisqu'il s'agirait de savoir. Tout à l'heure, mes collègues ont utilisé l'expression touché par l'affaire de corruption. Donc il faut voir dans quelle mesure on parle de la même chose. Est-ce qu'on parle du même contrat? Est-ce qu'on parle des mêmes faits? Et puis ensuite, quatrième scénario, il y a bien eu une procédure pénale, comme dans le troisième scénario, mais il y a eu un non-lieu. Et l'attitude de l'arbitre, aussi bien du point de vue éthique, donc déontologique, aussi bien le défi intellectuel, le défi pratique qui se pose, euh, et les solutions, les voies de droit qui sont ouvertes ne sont pas les mêmes dans ces quatre scénarios. Donc si on prend le scénario, je commencerai peut-être par le plus compliqué, et c'est celui qui a été évoqué par mon collègue, c'est lorsqu'il y a une procédure parallèle en cours. Et alors, ce n'est pas forcément, si j'ai bien compris, car ce n'est pas forcément la procédure parallèle pénale, n'est pas forcément dans le lieu du siège de l'arbitrage. On est dans le cadre de l'arbitrage international, et donc il y a par exemple quelque chose qui se passe devant le DOJ, et le siège de l'arbitrage est en France. On prend vraiment des grandes entreprises et des enquêtes pénales, peut-être même transnationales, puisqu'il peut y avoir aussi de la coopération pénale entre les autorités répressives, et on a un arbitrage, alors peu importe où est le siège, puisque la problématique, je dirais, elle est globale. Que le siège soit aux États-Unis ou en France, de toute façon, la question de l'ordre public international, quand il s'agit de la corruption, et se rejoignent et sont assez similaires, donc la question se posera, je dirais, dans des termes plus ou moins équivalents. Donc, cette configuration, je dirais que c'est la plus complexe des quatre, puisque la question se pose, alors dans l'arbitrage international, parce que dans l'arbitrage interne, même si la portée de l'article 4 du Code de procédure pénale, qui dispose que le criminel tient le fil en l'état,
a été considérablement réduite. Donc, la portée de cette règle a été réduite en 2007. Elle est toujours applicable dans la mesure où il s'agit de demander des conséquences de l'inexécution du contrat. Donc, il s'agit vraiment de statuer sur la validité du contrat, voire son exécution. Et c'est ce contrat-là qui a été conclu selon la partie adverse, donc souvent le défendeur, de manière illégale, entachée par la corruption. Donc, dans l'arbitrage interne, c'est assez simple, mais dans l'arbitrage international, là, on est vraiment dans des questions de est-ce que c'est prudent de le faire? Alors, il est vrai que statistiquement, en tout cas, je parle du point de vue des institutions arbitrales que j'ai vues, alors, soit en tant que conseiller, soit en tant qu'arbitre, soit en tant que membre de différentes institutions arbitrales. À ce jour, je n'ai vu aucun tribunal arbitral surseoir à statuer. Là, je prendrai une statistique peut-être en dessous de 100, mais plusieurs dizaines de cas. Je n'ai pas vu de cas où le tribunal arbitral considère que ils sont figés dans leur mission, dans leur office, et ils devraient surseoir à statuer parce que ils obtiendraient des preuves pertinentes pour la connaissance du dossier, l'instruction du dossier arbitral. Lorsque l'affaire pénale sera terminée et ils auront accès au dossier pénal. À ce jour, j'en ai pas vu. Et il y a plusieurs raisons aussi. Il y a plusieurs raisons. Il y a d'une part ce que l'arbitre pense pouvoir faire. C'est vraiment l'opinion de soi. Il y a ce que l'institution arbitrale crée comme cadre et confiance pour l'arbitre de ce qu'il peut faire. Il y a l'attente des parties aussi, de ce que l'arbitre doit faire et doit faire assez vite, puisque on sait très bien qu'une affaire pénale, bon, il y a le parquet, enfin, ça dépend des systèmes, mais globalement, le circuit est assez proche. Il y a l'instruction, il y a la première instance quand ça va au fond, il y a ensuite l'appel, il y a la Cour de cassation, sans doute, et bon, encore une fois, c'est à peu près le même pilier de hiérarchie institutionnelle partout, donc on parle des années. Et donc, c'est pour ça que les partis, parfois, demandent que ça soit fait. Donc, bon, évidemment, l'arbitre est libre de surseoir à statuer, mais euh, les partis sont libres aussi de nommer un autre arbitre. L'institution aussi est libre. Donc, cette décision, c'est pas comme la justice étatique ou la suspension de l'instance. Elle ne peut reprendre qu'une fois l'acte qui a ordonné donc cette suspension a cessé d'exister. Donc, on ne parle pas de même configuration. Donc, c'est une décision assez discrétionnaire. Et puis, quelque part, les deux parties sont rassurées par une sorte de contrôle qui existe, et qui est le juge d'exéquatur ou le juge d'annulation qui passe quelque part. Il ne révise pas au fond, bien sûr, c'est interdit, mais il revoit le rapport de la sentence à son ordre juridique et le revoit à l'aune, à la lumière d'un principe qui est important et qui est d'ailleurs réciproque. Et je pars toujours, en fait, c'est vraiment cette idée-là qui m'a inspirée du fait qu'on n'a pas accès aux preuves puisque l'instruction est secrète. Mais il y a deux principes, finalement, c'est pas très facile à les concilier, ni intellectuellement, ni en pratique. Les principes sont les suivants, c'est que le juge, il n'est pas lié par les constatations de l'arbitre. Donc là, on parle vraiment de la configuration, surtout concomitante. Donc là, je suis vraiment dans les procédures parallèles. Et peu importe qui a commencé en premier, parce que il y a parfois des arguments des parties qui disent, oui, mais comme par hasard, l'enquête pénale n'a commencé, enfin, la plainte pénale n'a été déposée que quand j'ai assigné devant le tribunal arbitral. Donc c'est une sorte de défense, quoi, une politique défensive. Bon, il est vrai qu'il s'agit de toute façon des problématiques de l'ordre public. On ne maîtrise pas cette chose. On est libre de déposer la plainte un peu plus tard, même si ça peut être une tactique en réaction à l'arbitrage. Ce n'est pas sanctionné par les juges. Ils ne considèrent pas que l'enquête pénale a été abusive. Alors, l'abus des moyens répressifs peut être pris en considération par le tribunal arbitral, notamment le CIRDI, dans l'arbitrage d'investissement, puisque cela relève de l'office du tribunal arbitral de veiller à l'intégrité de la procédure arbitrale. Et dans ce cadre-là, ils peuvent, sans empiéter sur la souveraineté pénale de l'État, ordonner ou recommander, plus exactement le terme employé, recommander des mesures conservatoires pour soit suspendre, demander à l'État de suspendre ou tempérer pendant la période de l'instance, la procédure arbitrale. Mais là, on parle plutôt on parle pas vraiment de la corruption, ça c'est plutôt de manière générale quand la procédure pénale empiète vraiment sur la liberté des parties de mener tranquillement leur procédure arbitrale. Donc là, dans cette concomitance, il y a effectivement plusieurs choses qui sont complexes, c'est que d'une part, le juge n'est pas tenu par les constatations de l'arbitre. Donc, quelque part, tous ces principes permettent le parallélisme libre.
C'est ça que je veux dire par là. Et inversement, l'arbitre n'est pas non plus tenu parce que ce que dirait le juge pénal. Voilà. Alors là-dessus, c'est à nuancer. Le propos est à nuancer. Alors comment est-ce qu'on a permis à l'arbitre de ne pas surseoir à statuer, même si finalement il n'a pas accès à tous les débats, toutes les preuves? Comment est-ce qu'on a permis? On a toute la jurisprudence de la Cour de cassation qui a autonomisé cette démarche en disant que l'arbitre, il a le droit de mener ses propres investigations. Et ça a été vraiment un moment très important avec l'arrêt Sorelec, l'arrêt Bellocon, en disant que l'arbitre doit mener ses investigations. Alors, ces investigations, souvent, évidemment, elle ne descend pas sur le champ comme le juge pénal. Il n'a pas ces prérogatives-là, évidemment. Mais c'est souvent bien sûr, sous le contrôle aussi de l'œil de l'entreprise. Mais il le fait. Ce que voulait dire la Cour de cassation par là, c'est il soulève d'office des moyens. Il est tenu uniquement par le respect du principe de contradictoire et il est obligé de respecter l'égalité des parties. Mais s'il pose le même nombre de questions, mêmes exigences, etc., donc d'office, à l'égard des deux parties, on considère qu'il a respecté l'égalité des parties. Donc, il soulève d'office, ça fait partie des moyens d'investigation. Il soulève d'office, il demande la production des pièces, il ordonne, donc il y a document production, donc il y a toute la phase de production des documents, des pièces, forcément, donc sauf s'ils sont couverts par l'instruction, mais il y a des moyens d'en sortir, notamment donc si la partie A, enfin en tout cas ce qu'on voit en pratique, c'est la partie A, la pièce, même s'il est déjà dans les pièces devant le juge d'instruction. L'instruction est couverte, bien sûr, dans son intégralité par le secret, mais cette pièce-là, elle est dans la disposition de l'entreprise. Donc, le tribunal arbitral ordonne la production de cette pièce. Parfois, si elle est couverte par le secret, ça peut être secret défense, il y a d'autres types de secrets. Dans ce cas-là, il y a des moyens pour le tribunal arbitral de voir. Alors, ça dépend aussi, donc, évidemment, de la loi du siège, puisque c'est la loi de procédure, du coup, qui régit ce genre de questions. Mais il y a des moyens de soumettre un extrait de la pièce. Il y a moyen de la montrer qu'au tribunal arbitral. Donc, il y a des moyens d'opérer avec ces pièces. Mais bien sûr, c'est une corrélation qui reste compliquée. Je dirais que la seule raison pour laquelle le tribunal arbitral ne sursoit pas à statuer, c'est le délai de l'enquête pénale, de l'instruction pénale, du jugement. Et que de toute façon, il sait très bien que s'il décide de surseoir, un autre tribunal ne va pas surseoir à statuer. Donc, il va plutôt être un arbitre vigilant, très prudent, etc., en faisant attention aux indices. Mais encore une fois, il peut considérer qu'il y a des indices graves et il retient la corruption, mais ne condamne pas, bien sûr, il tire les conséquences civiles de ce qui lui paraît comme être un fait établi selon son intime conviction à lui, à l'arbitre. Donc, il va tirer les conséquences civiles. Par exemple, si le contrat est annulé, il y a aussi des pratiques différentes. Il y a des tribunaux arbitraux qui ont considéré que s'ils considèrent qu'il y a la corruption, aucune partie n'a droit à des dommages d'intérêt. Donc, d'autres ont considéré, et donc ça, c'est notamment l'arrêt du 25 octobre 2025 de la Cour d'appel de Paris, le tribunal arbitral, le tribunal arbitral qui a été composé par vraiment des arbitres avec énormément d'expérience aussi bien dont un était professeur de droit, arbitre conseil, ils ont considéré que il y a eu donc la corruption était établie, elle était établie par les deux parties, donc les chiffres étaient très clairs. Quel pourcentage du contrat a été exécuté avec de la corruption? Il y avait des fausses factures qui étaient établies. L'agent public a facilité la corruption. On a considéré que c'était 70% de l'exécution du contrat était corrompue. Mais le tribunal arbitral a sauvé les 30% et le tribunal arbitral a considéré qu'il a neutralisé les effets de corruption. Donc, la partie qui a été, on dirait, victime de corruption, bon, c'est une infraction réciproque, n'est-ce pas? Donc, tellement la société Averda, elle a eu 30%, alors qu'il a demandé 100% de dommages d'intérêt pour l'exécution contractuelle. Un élément très important ici, et on attendra la Cour de cassation pour le dire. Ici, le contrat ab initio était valable. Il n'y avait pas de corruption au moment de la conclusion. Et ça, c'est un moment très important, puisque la plupart des affaires de corruption, il y a la corruption qui est aussi bien ab initio. Le contrat a été conclu grâce à des agents qui ont corrompu des agents publics sur place, donc grâce aux intermédiaires qui ont corrompu. Ici, le contrat ab initio était valable. Ça, c'était un fait établi. C'est son exécution qui a été corrompue.
Et donc, la première question que s'est posée la doctrine, donc le 26 octobre ou le 25 octobre au soir, c'est-à-dire, on s'est posé la question de savoir si on étend cet arrêt également à des cas où le contrat n'a pas été valable ab initio, c'est-à-dire qu'il a été obtenu avec la corruption. Est-ce que dans ce cas-là, on ne peut pas neutraliser la corruption en réduisant les dommages et intérêts, puisqu'on est dans un mal qui est dès l'origine de l'affaire? Bon, ici, je dirais que le travail de l'arbitre de l'arbitral est moins contestable, c'est-à-dire que la neutralisation du pénal, parce qu'on parle quand même du matière inarbitrable, mais on va sur le terrain et on le neutralise. Ce n'est pas un cas nouveau, mais c'est plutôt cette approche de dire que on neutralise la corruption qui est nouvelle, un rôle que je dirais un office un peu actif de tribunal arbitral qui est nouvelle. Mais sinon, il y a déjà eu des tribunaux arbitraux extrêmement établis, je veux dire les arbitres très établis, qui ont déjà statué dans les deux sens. Il y a des tribunaux arbitraux qui considèrent que dès qu'il y a la corruption, l'annulation du contrat ne donne pas lieu à des restitutions, l'inexécution du contrat ne donne pas lieu à des dommages et intérêts, et l'inverse, on a considéré qu'on peut vraiment faire une opération chirurgicale et donc couper des parties qui sont saines, hein, et vraiment voilà. Donc ça mais c'est vraiment toute la difficulté, voilà. Donc c'est vraiment la première hypothèse, mais c'est celle qui rejoint, je pense, la problématique, le défi un peu commun. Et après, bon, bah, on laissera d'autres problématiques à assumer. Les trois autres scénarios sont finalement assez faciles, mais on pourra revenir dessus, c'est-à-dire que il n'y a pas du tout de procédure parallèle et il n'y aura pas. Donc là, c'est facile, hein, le fils de l'arbitre, il fait avec toujours la même méthode, les indices, etc. Pour les méthodes varient en fonction du lieu de l'arbitrage, donc du droit applicable au fond aussi, surtout. Donc là, et après, bon, les deux autres questions, c'est le tribunal, le juge a statué, il a condamné ou il n'a pas condamné. Si on rentre dans la logique, l'arbitre n'est pas tenu par les constatations du juge, dans ce cas-là, bon, c'est assez facile. Mais ce n'est pas si facile que ça de ne pas être tenu par ce que dit le juge pénal, parce que lui, pour le coup, il a eu tous les débats. La seule question, je dirais, la seule limite à cela, c'est l'impartialité du juge. C'est-à-dire que de quel juge parle-t-on? Et encore une fois, sans stigmatiser. Mais si on parle d'une société stratégique ou de l'État défendeur, et c'est cet État même qui a condamné, bon, et il y a eu des cas comme cela. On va regarder quand même de plus près le débat pénal. On a eu les streamlines, hein, on les appelle vraiment des procédures pénales accélérées. On a déjà des arbitrages qui commencent. Peu importe si la procédure pénale était déjà pendante ou pas, mais comme par hasard, la procédure pénale s'est soldée très vite. Au bout de 8 mois, on a condamné tout le monde, pas forcément convoqué. On a regardé aussi si le respect des droits fondamentaux a été sur place ou pas. Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'on prenne en compte. Donc, on prend quand même en compte, il y a justice pénale et justice pénale, quoi, voilà, tout simplement. Donc, on n'est pas tenu par les constatations du juge pénal, mais on fera plus attention bon, déjà, CGIP, c'est carrément une autre problématique, mais on fera attention à ce qu'a dit le juge pénal, si c'était par exemple le juge français ou le juge anglais qui vraiment on a fait une enquête pénale, le juge d'instruction, plusieurs instances au fond, etc. Et là, l'arbitre, bon, en 1 an ou 2 ans de connaissance du dossier, avec un débat limité finalement, bon, il sera plus prudent de prendre en compte le débat pénal, pas la condamnation en tant que telle, le fait en tant que tel, pas forcément lié jusqu'à ce point-là. Mais quand même, ça sera un indice extrêmement fort, plus qu'un indice et après, bon, s'il y a une relaxe non-lieu, là, il faut vraiment un arbitre audacieux, encore une fois, relax avec un vrai débat au fond, avec une vraie justice pénale neutre, indépendante, etc. Il faut vraiment un arbitre audacieux pour tirer des conséquences de la corruption quand le juge pénal a trouvé qu'il n'y en avait pas. Ouais, donc voilà, ça c'est l'hypothèse 3-4. Je m'arrête là. Alors moi, je rebondis sur les deux choses qui ont été dites à l'instant, enfin les deux propos partagés du point de vue de l'entreprise. Donc pour Karl, qui explique à quel point c'est compliqué de savoir quel outil déployer à quel moment et que finalement la pression de poursuites pénales et de devoir répondre à des enquêteurs va créer des arbitrages internes très stratégiques du point de vue de l'entreprise pour pouvoir utiliser, disons, la meilleure possibilité, le meilleur levier, et que finalement face à des poursuites pénales, dans la place de la médiation, en effet, elle est peut-être moins pertinente à ce moment-là.
Moi, il me semble, après, sur l'influence, en fait, et la connivence de toutes ces procédures parallèles, de pouvoir, en fait, continuer à tenir sa procédure d'arbitrage et de prendre les bonnes décisions, on est quand même assez seul dans cet office, que ce soit l'office de l'arbitre ou l'office du médiateur. Donc, il me semble quand même assez important que d'un point de vue déontologique, on ait peut-être on voit que c'est quand même assez développé en arbitrage, mais du point de vue de la médiation, il y a très peu de choses sur ce sujet de la corruption. Les codes déontologiques en parlent très peu. Je regardais le code déontologique du CMAP, donc on est effectivement le point d'entrée, c'est plutôt le conflit d'intérêts. Sur lequel les médiateurs sont plus sensibilisés, puisque voilà, il va falloir bien évaluer avant d'accepter un mandat. Mais il y a d'autres problématiques qui peuvent d'ailleurs commencer par une problématique de conflit d'intérêts et puis par effet de domino se révéler être une problématique de corruption. Donc il me semble nécessaire déjà de pouvoir intégrer en fait cette notion de prévention et de position du médiateur face au risque de corruption. Euh, En effet, le fait que son mandat intervienne peut-être moins, enfin, on parlera tout à l'heure de la CGIP, parce que finalement, dans cette dynamique de développement des procédures négociées, il y a un paradoxe entre le fait de ne pas pouvoir engager une procédure négociée, confidentielle de médiation, ou de ne pas se sentir, enfin, de ne pas penser que c'est l'outil adapté dans ce contexte-là, et en même temps de favoriser dans le contexte des CGIP, et on va en parler, la justice pénale négociée et la transaction. Donc on voit bien qu'il y a quand même un paradoxe. Si on accepte une part transactionnelle plus importante, c'est important d'apporter les garanties et les sécurités pour les parties de pouvoir faire des choix qui soient pertinents dans cette stratégie de gestion de la problématique ou de gestion du contentieux. Moi, ça me semble important. Donc les codes de déontologie, effectivement, on a des organisations internationales de type IBA, AMI pour la médiation, qui travaillent un petit peu sur le sujet de l'éthique, mais on va, à mon sens, pas encore assez loin. Et il me semble que c'est par la question que j'ai abordée tout à l'heure de l'homologation qu'on va avoir ces problématiques. La limite de l'ordre public international, elle est la même sur un accord de médiation. Donc c'est évident que le juge homologateur qui va être saisi, si les parties, encore une fois, ont décidé de faire homologuer leur accord, le juge va pouvoir vérifier la licéité de l'accord, mais son contrôle, on est un petit peu dans ce débat actuellement de savoir quelle est la qualité de l'accord de médiation, qui n'est pas une transaction. Donc la question de l'équilibre de l'accord et des concessions réciproques n'est pas le point de contrôle du juge, mais plutôt voilà de l'accord final et de sa licéité et de l'ordre public. Donc c'est un contrôle assez minimal en ce sens. Donc effectivement, sur peut-être un contentieux qui va être nourri par le simple fait que de plus en plus de dossiers arrivent en médiation, que la place de la médiation dans la gestion des contentieux internationaux notamment est amenée à se développer. On a une convention de Singapour qui n'a pas été ratifiée par la France, mais sur la question voilà de l'exécution de l'accord. Alors, est-ce vraiment pertinent? L'avenir nous le dira, mais c'est vrai que je pense qu'il faut se préparer à anticiper sur ces questions de façon à s'assurer de cette sécurité juridique qui doit accompagner le processus de médiation et les parties qui décident d'y soumettre leur litige. Ce que je voulais aussi apporter, mais on y reviendra peut-être un tout petit peu plus en détail, c'est que ce qu'on constate sur la médiation, c'est que c'est un outil qui est extrêmement développé également par les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, l'OCDE, quand elle est amenée à intervenir au travers de ses points de contact nationaux. L'OCDE a ses principes directeurs sur la conduite responsable des entreprises qui contient un chapitre sur l'intégrité et la lutte contre la corruption. Donc, ouais, sur la base de ce chapitre, toute personne intéressée qui serait impactée par les activités de la multinationale pourrait solliciter le point de contact national de l'OCDE. En France, c'est sous le contrôle du Trésor. Pour diligenter en fait une action et une évaluation de la situation. Donc l'OCDE est amené à énormément énormément non, il n'y en a pas énormément, mais à quelques dossiers à traiter qui viennent d'individus ou d'associations locales, souvent sous l'angle d'une violation des droits humains, mais également sur une violation du droit de l'environnement, et qui contient un volet
de certaines allégations de corruption par l'entreprise, par la multinationale. Le point de contact national va diligenter une enquête et vérifier les faits et a la possibilité de solliciter soit un médiateur interne à l'OCDE, soit un médiateur externe pour engager une démarche de médiation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur ces questions très vastes de l'activité économique de l'entreprise, de son impact environnemental, social et de son intégrité, de la façon dont elle conduit ses activités localement, finalement, on voit qu'il y a un mouvement vers donner plus de possibilités aux parties prenantes de soumettre une demande et de faire intervenir un médiateur dans ce moment où finalement on est moins sur une question à trancher, mais plutôt sur une question plus globale de l'impact économique, social, environnemental, etc. Et moi, ça me semble intéressant en fait de constater qu'il y a tout un panel de mécanismes qui vont être amenés à se développer dans ce sens. Donc, on est moins sur la corruption à titre principal, mais en tout cas à titre accessoire, le médiateur va avoir à se poser des questions sur ce sujet-là et sur son office face aux allégations. Je vais juste rebondir sur trois points. Je suis tout à fait d'accord. Le rôle d'un médiateur, médiatrice, en fait, pour résoudre en fait les disputes entre les tierces parties qui cherchent en fait à gagner en fait l'attention de l'entreprise, soit passons par le devoir de vigilance, soit passons par des autres différents autres actionnaires ou plein de choses. Mais la réalité est la suivante. C'est souvent le cas qu'en fait, l'État ne laisse pas trop de place. Même si les entreprises et même si les OGN souhaitent, en fait, la législation, en fait, les jurisprudences pour le moment, en fait, il y a une certaine exclusivité donnée, en fait, aux juges, et je souhaite voir, en fait, plus de place pour la médiation, en fait, dans l'avenir. Ça dépend bien sûr, en fait, et certains tierces parties qui n'ont aucun intérêt. En fait, une vraie médiation, c'est plutôt en fait juste en fait de publicité pour leur point de vue. Mais on doit faire les différences entre celui qui a qui cherche vraiment à adapter, à changer le comportement d'une entreprise et celui qui veut détruire en fait les entreprises. Et en fait, pour celui qui veut changer les choses, agir en coopération, je souhaite bien sûr en fait que l'État laisse plus de place pour une médiation. Pour rebondir sur les questions de confidentialité, euh, bon, comment dire, il y a une certaine réalité. L'entreprise est dans ce moment, en fait, où il y a un arbitrage qui n'est pas suspendu, en fait, malgré les demandes de l'entreprise d'attendre la fin de l'enquête pénale. Et l'enquête pénale, où l'entreprise est comme l'enfant qui passe, en fait, les messages entre les parents divorcés. En fait, là, on veut pas parler avec l'autre, en fait, et l'enfant, en fait, dire à sa maman, en fait, écoute, il y a certaines choses que je peux pas dire parce que papa m'a l'interdit, en fait, et j'y parle le droit de les dire qui sont très importants pour votre résolution. Et en fait, l'arbitre va dire, écoute, en fait, je soupçonne que vous me dites ça parce que vous n'avez pas les preuves et vous voulez donner l'impression d'avoir les preuves. On va chercher une solution créative. En fait, vous me donnez en fait les extraits. Bon, en fait, on retourne vers en fait PNF, DOJ. En fait, bon, on a une super idée. En fait, non. Pourquoi non? En fait, ça c'est conforme aux Proceeds of Crime Act, Section 7, en fait, ça c'est conforme à vos besoins d'éviter que les tierces parties va gagner en fait connaissance des preuves. En fait, on est d'accord, même avec les tierces parties, que ça ne représente pas une inégalité des armes, en fait, que l'arbitre va voir les preuves et la tierce partie va pas voir. Non, parce que l'entrée de l'État, en fait, est plutôt conservateur. Et même si, en fait, les arbitres, les partis, en fait, dans dans les rares instances où, en fait, les contradicteurs sont d'accord sur une approche, en fait, de gagner l'accord, en fait, de l'État, les enquêteurs pour cette approche est très rare. Ça, c'est une réalité.
Une autre réalité est la discussion autour, en fait, de confidentialité au début de l'arbitrage qui concerne la corruption, qui va concerner la corruption, est très, très compliqué. Et c'est là où je partage pas forcément, en fait, l'idée que l'arbitre évite sa responsabilité d'agir comme enquêteur. Parce que l'arbitre sait bien, en fait, que le parti, l'entreprise qui coopère dans une enquête est obligé, dans un sens absolu, de donner toute preuve qui sera la donner en fait vers les enquêteurs et l'arbitre c'est en même temps qu'en fait c'est de forcer le disclosure des preuves en fait d'une tierce partie coopère pas avec les enquêteurs, c'est égal à une autodénonciation. Et en fait, l'arbitre est vraiment coincé. J'ai vu dans plusieurs cas où l'arbitre était vraiment coincé par la déontologie de cette réalité, parce que c'est plus une affaire purement civile à ce moment-là. L'arbitre est confronté avec la réalité de soit de ordonner en fait des disclosures des preuves qui peuvent être données en fait pour une poursuite pénale en fait dans des parties et un vrai en fait violation de droit de défense de cette partie et en même temps confronté avec les réalités que chacun de ses raisons en fait droit de défense d'un côté en fait empêchement en fait des autorités sur l'autre côté et quand même l'obligation de résoudre l'affaire dans le meilleur possible. Sur le volet probatoire, je voulais simplement rebondir. Je suis entièrement d'accord. Je pense je ne parlais pas forcément de cette hypothèse-là. Donc, il est vrai que cette hypothèse est extrêmement difficile pour la déontologie de l'arbitre et plus que déontologie, puisque il y a, il y a la présomption d'innocence, alors ça dépend des droits applicables, mais le juge pénal, enfin le juge d'instruction en France, euh, il instruit à charge et à décharge. C'est à ce juge-là d'aller chercher les preuves, d'interroger, etc. Donc, il n'y a pas on ne doit pas soumettre dans le débat pénal, sauf si on a été ordonné par le juge pénal de produire une pièce. En France, on ne va pas soumettre une preuve qui nous incrimine. Et donc, il est vrai que cette hypothèse est très intéressante lorsque l'arbitre ordonne la production des preuves qui sont nécessaires pour statuer sur le dossier, mais que finalement, ces pièces-là vont finir par porter atteinte dans cet exemple-là, pas au droit de la défense, mais en tout cas, le droit de ne pas s'auto-incriminer. Donc, ça, cette hypothèse-là. Et là, je suis entièrement d'accord que là, ça devient très, très compliqué et on aurait peut-être intérêt à attendre. Surtout, alors là, c'est surtout si l'entreprise le demande. Moi, dans mon hypothèse-là, c'est vraiment les deux parties ne veulent pas que le tribunal arbitral prononce le sursis. Si une des parties le demande, je pense que la configuration change. Systématiquement, dans ces cas-là, ce qu'on voit dans la pratique arbitrale, je ne sais pas si vous serez d'accord, si ce que vous avez vu, le point de vue de l'entreprise rejoint ce que je vais dire, mais ce qu'on voit dans ce cas-là, c'est que le tribunal arbitral ordonne systématiquement l'échange des écritures sur ce point-là. Donc, il demande à chaque partie de s'exprimer, chacune à son tour, de pourquoi le sursis est nécessaire, pourquoi c'est opportun, etc. Donc, il y a un vrai débat et il y aura potentiellement une mini-audience, enfin en tout cas un débat sur l'opportunité, la nécessité ou l'obligation de surseoir à cette. Mais la question n'est pas simple aussi du point de vue de ne pas heurter finalement des principes comme de ne pas s'auto-incriminer. Bon, et moi, mon exemple que je donnais, c'était plutôt l'instruction. La pièce est déjà dans l'instruction. Finalement, elle a ressurgi parce que l'instruction a ordonné cette pièce. Et elle est couverte par le secret de l'instruction. C'était plutôt cette hypothèse-là. Et si on n'avait pas, s'il n'était pas dans l'instruction, finalement, si on n'avait pas la connaissance de cette pièce, via l'instruction, par le biais de l'instruction, on n'aurait pas soumis cette pièce, on ne l'aurait pas nommée dans la demande de disclosure de production des documents. C'est plutôt cette hypothèse-là. Est-ce que le secret d'instruction empêche le tribunal arbitral d'ordonner et d'obtenir la pièce qui est couverte par le secret d'instruction parce que l'instruction est en cours? Est-ce que la réponse ne serait pas, vous n'aurez pas, vous ne vous heurterez à aucun secret si vous attendez un petit peu ou si vous attendez tout court la fin de l'instance pénale. Mais il est vrai que la configuration est différente si l'entreprise, soit si une des parties demande le sursis. Alors, si les deux demandent, évidemment, la question ne se pose pas.
enfin, la question ne se pose pas. Il faut nuancer le propos parce que ça dépend des règlements d'arbitrage. Dans le CIRDI, par exemple, dans l'investissement, donc investisseur contre l'État, il n'y a pas de, il y a pas, il y a deux règles, donc parce qu'il y a une révision. Et dans les règles anciennes, le règlement ancien qui est quand même applicable à pas mal de litiges encore aujourd'hui, la suspension reste une décision discrétionnaire du tribunal arbitral, même lorsque les deux parties le demandent. Donc on ne peut pas donc demander on ne peut pas forcer le tribunal arbitral après, il faut vraiment des raisons de ne pas suspendre quand les deux parties le demandent, mais ce n'est plus la chose des parties. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'arbitrage commercial, ou en tout cas devant les CCI, même s'il y a des questions d'investissement dedans. Mais voilà, donc c'est pas forcément la chose des parties. C'est pas parce que c'est arbitrable que ça nous appartient complètement, qu'on maîtrise complètement. L'instance peut nous échapper aussi. Une fois qu'on l'a lancé, ça, encore une fois, ça dépend du règlement. Mais effectivement, l'accord des parties, la position et les raisons de la suspension je pense que ça contribue beaucoup à la prise de décision de l'arbitre et lorsqu'il est seul, hein, vraiment, comme disait ma collègue, seul face à sa feuille et cette grande question, que faire, que ce soit le médiateur ou l'arbitre. Voilà, donc les questions sont vraiment complexes. Donc ça, c'est encore une fois, chacun et chacune parle avec son expérience et son bagage scientifique, mais euh, on poursuit le débat ou Lina, je te laisse, c'est toi le chef d'orchestre. Bon, bah, merci beaucoup pour vos interventions. On est presque, bon, on est déjà à 9h50. J'aimerais voir si c'est possible pour vous de répondre quelques questions à ce moment pour un peu laisser la parole au public. Alors, je ne sais pas si ici dans la salle, vous avez des questions à poser. Oui, un instant, s'il vous plaît. Bonjour, merci à tous. C'est Christopher Chin, arbitre, ici à Paris. Une question, est-ce que vous avez jamais vu lors de médiation des questions, des sujets par rapport à la corruption euh, euh, auxquels un médiateur est confronté? Parce que je n'ai jamais entendu des cas concrets où un médiateur est confronté avec une problématique de corruption. Merci. Ça dépend, bien sûr, de la sens de la confrontation. En fait, la question, est-ce que je connais des instances où un médiateur était en fait, hanté par la corruption? Est-ce que, en fait, il y a les cas documentés dans les littératures, mais moi, j'ai jamais vu. Mais quand même, en fait, ce que j'ai dit avant, ou en fait, ou pendant les enquêtes, c'est presque impossible de faire appel au médiateur, en fait, après les enquêtes sont terminées, après même la période, en fait, d'EPA, en fait, de CGIP est terminée. Ça, c'est le moment où les médiateurs peuvent, en fait, rentrer dans les discussions. Et c'est bien sûr le cas quand, en fait, on a fait appel à certains médiateurs et ils étaient confrontés avec les réalités. Et je crois que en fait, les différences entre un arbitre qui, ou moi, sur mon point de vue, en fait, est forcément confronté avec un jugement sur les faits de corruption, qui peut l'éviter pour passer par, en fait, par voie gauche, en faire une interprétation de contrat. Le médiateur doit suspendre le jugement en tout cas. Et en fait, c'est la tentation en fait d'un médiateur de rentrer dans le débat. Est-ce que le comportement a été corrompu par les faits ou pas? C'est pas productif du tout. Et les médiateurs qui rentrent dans ce débat, la médiation est vite terminée. Les médiateurs qui ont réussi de résister les appels de certains partis de rentrer dans la discussion, en fait, qu'ils ont maintenir un point de vue neutre sur cette question, ils ont plutôt la possibilité de réussir, en fait, dans mon expérience. Mais franchement, en fait, euh, il n'y a pas assez d'expérience dans ce domaine pour généraliser. Je peux généraliser sur les arbitres parce que des centaines des affaires, mais pour la médiation, il y a trop peu.
En effet, je suis d'accord avec le fait qu'il y a pas énormément de dossiers, il n'y a pas de recul sur ce sujet en particulier, mais moi, mon propos, c'est plutôt de dire la magnitude de la corruption, son champ d'application est relativement vaste, surtout avec les obligations aujourd'hui de conformité. En fait, les obligations de conformité, elles font entrer dans le contrat et l'exécution contractuelle des clauses de mise en conformité de toute la chaîne de prestataires. Et donc, le contentieux possible dans l'exécution du contrat peut avoir un effet domino sur beaucoup plus d'entreprises que celles qui sont assujetties au seuil de la loi Sapin 2, par exemple. Donc, on va voir en fait ce sujet émerger dans des dossiers d'exécution contractuelle, enfin dans les contrats internationaux, c'est sûr, avec un élément ou des allégations qui peuvent être mentionnées au médiateur sur des faits de corruption. Et donc, en fait, la question c'est vrai que quand on parle des grandes affaires de corruption ou de l'arbitrage d'investissement, on n'est pas sur ce niveau d'exécution contractuelle. Je pense qu'il y a vraiment un champ qui est extrêmement vaste. Et puis, tous les sujets de corruption ne concernent pas les grands criminels, le blanchiment d'argent et le trafic d'armes ou le trafic de drogue. Il va y avoir aujourd'hui disons que la poursuite de faits de corruption est tellement vaste qu'aujourd'hui, on en est à analyser s'il y a un paiement de facilitation dans le dépôt d'un dossier administratif de renouvellement d'un visa constitue un fait de corruption. Et ça, les entreprises, elles doivent définir. Vous voyez, c'est juste pour donner une idée de la dimension du sujet qui part du quotidien de l'activité de l'entreprise sur le terrain et qui va jusqu'à la grande corruption internationale qui doit être poursuivie pénalement, etc. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'entreprise telle que moi je les accompagne, elles sont concernées par la conformité de façon très très poussée, très forte. Et donc, dans le traitement du contentieux avec un prestataire ou avec ses clients ou avec ses fournisseurs, à un moment donné, il va se poser une question pour le médiateur de savoir comment traiter ces problématiques de corruption. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici en salle? Non? Je voulais juste ouvrir peut-être, mais en laissant sur l'acceptabilité sociale aussi de la décision, notamment dans une CJIP. On avait prévu d'en parler, donc si jamais on peut peut-être rebondir sur la CJIP et le fait que là aussi, car tu disais que la médiation, elle peut avoir une place aussi après une CJIP. Moi, je suis très d'accord avec ça, c'est-à-dire que la place de la victime dans ces poursuites et dans voilà même un arbitrage, à un moment donné, ça pose énormément de questions parce qu'on est dans la confidentialité. Il n'y a pas forcément la transparence pour le public ou les victimes de la corruption. Et donc, moi, je pose aussi une question ouverte sur voilà l'après CJIP, sur éventuellement l'opportunité de mettre en place une médiation dans ce contexte-là sur la redistribution des fonds et la question de l'indemnisation des victimes. Oui, juste pour répondre brièvement, parce que c'est une idée très importante. Je sais que les agences publiques, ils sont très intéressés par trouver une solution pour cette question. Et pour le moment, j'ai pas l'impression qu'ils ont trouvé une solution satisfaisante parce que c'est clair que les OGN qui sont mises en place des victimes, ça, c'est pas une solution. En fait, ils sont d'abord parce qu'en fait, ils ont pas un vrai intérêt et c'est établi par en fait leur QPC qui sont pas retenus par les décisions, tout ça. Mais les réticences des victimes, les vraies victimes, en fait, rentrer dans la procédure et de temps en temps empêchés par leurs propres intérêts dans les enquêtes qui sont encore en fait dans des tierces pays. Mais je suis d'accord que c'est quelque chose qu'on doit explorer. Parce que je crois que l'ordre public n'est pas satisfait pour le moment dans ce domaine. Très bien, merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ici en salle, on a quelques questions posées en ligne qui rejoignent un peu la première question qui a été posée.
Alors, il y a Monsieur Aleski Gizir qui nous dit, est-ce que en matière de corruption, face à un sujet de corruption, est-ce que le médiateur peut avoir droit à une alerte? C'est-à-dire il y a des moyens pour qu'elle puisse voir vis-à-vis des parties la situation de la corruption. Comment la traiter? C'est ça la question. Je répondrai, donc il y a quand même, je répondais sur les propos de Kamala tout à l'heure, sur l'intuition de l'arbitre et du médiateur. Il va y avoir une intuition déjà qui va nécessiter d'aller questionner les parties. Et donc, par le questionnement des parties et le fait d'avoir des informations, c'est aussi se faire une idée. Il y a quand même deux limites, quoi. L'ordre public, la licéité, ce sont des limites qui s'appliquent aux médiateurs, tout comme voilà à tout agent de justice. Donc, on est vraiment dans ce travail pour ne pas se faire emmener en fait. On n'a pas beaucoup parlé de l'instrumentalisation d'une médiation ou d'une procédure d'arbitrage, mais je veux dire, vous n'êtes pas là pour faire blanchir un accord illégal par ailleurs et qui permettrait à des trafiquants d'armes de venir chercher en fait un cadre légal pour faire valider un accord ou un accord financier quelconque. Donc, il faut quand même une grande vigilance, à mon sens, mais il va falloir aller explorer avec les parties. Ça me semble indispensable. Et si l'office du médiateur ne peut pas être maintenu, être en capacité de se désister du dossier. Je vais juste ajouter que dans certains pays, en fait, il y a l'obligation de signaliser, en fait, à certains crimes, certains, en fait, délits, ou en connaissance, quelle que soit l'origine. Et, en fait, c'est un droit supérieur, en fait, d'obligation de médiateur des arbitres, en fait, de garder la confidentialité. Et, je crois qu'en fait, chacun doit s'informer, en fait, avant de prendre des affaires avant de se retrouver dans des eaux très, très profondes. Alors, une autre question, et là, c'est plutôt sur les possibilités de corriger la situation. C'est-à-dire que face le médiateur ou les arbitres, comment est-ce que ils peuvent peut-être corriger les traitements d'un dossier où ils voient effectivement il y a une alerte sur corruption, quelles peuvent être les mesures à mettre en place pour que la situation puisse être corrigée de sorte que le médiateur puisse respecter sa propre déontologie face au dossier. Arbitre. La question serait au cours de l'instance, c'est ça? Tant que les débats ne sont pas clos, tant que l'instruction est en cours, je veux dire l'instruction civile, tant que l'instance arbitrale est pendante, rien n'est fini. Je veux dire, il peut y avoir une attitude de l'arbitre qui voit les choses un peu différemment. Par exemple, à la deuxième phase de l'arbitrage, à la deuxième phase écrite de l'arbitrage, c'est-à-dire lorsque les parties ont déjà échangé le mémoire en réplique et en duplique. Ça peut très bien arriver après une audience, parce que le témoin a pu dire quelque chose. Là, je parle vraiment de point de vue, de manière hypothétique, parce que un témoin ou un expert a pu dire quelque chose, plutôt un témoin, j'imagine, et que cela a suscité des questions, qui a mis en lumière de nouveaux faits, etc. Mais rien n'est trop tard, parce que tant que après, l'arbitre peut très bien ordonner, s'il y a les mémoires après audience, les post-hearing briefs, peut très bien ordonner poser des questions. J'ai déjà vu ces techniques utilisées pas mal de fois où il y a des questions écrites et puis on voit en fonction de réponses écrites qui sont envoyées en même temps. Il faut qu'il y ait un échange simultané. On voit s'il y a quelque chose qui confirme un doute ou une crainte qui a été révélée, qui s'est révélée uniquement pendant l'audience ou un moment tardif, pas initial de l'instance. Donc, cette possibilité de creuser le débat, dans la mesure où l'office de l'arbitre, c'est d'une part de trancher le débat, mais tout en assurant l'efficacité de sa sentence, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas annulée. Donc, il peut toujours soulever d'office des questions, voire rouvrir les débats face à des éléments nouveaux, sans que vraiment ce niveau d'exigence n'est pas très haut. Donc, personne ne va s'opposer à ce qu'il rouvre les débats pour une question dès lors que c'est justifié par l'ordre public international. Après, voilà, il y a question d'efficacité, question de temps.
temps, de coût, etc. Mais oui, voilà, puisque la personne qui a posé la question se positionne du point de vue de corriger le tir, oui, corriger le tir, c'est possible à tout moment tant que la sentence, le projet de sentence n'est pas rendu et moi, je dirais même en fonction des institutions arbitrales. Alors, je parle par exemple d'un exemple de la CCI. Je suis membre de la Cour à la CCI. Là, il y a le mécanisme de relecture des sentences qui est présent dans quasiment toutes les institutions, mais il peut être plus ou moins poussé. Ce mécanisme de relecture, là, il est poussé. J'ai déjà vu des cas où des membres à la Cour ont soulevé des questions parce que ils considéraient que ça pourrait heurter l'ordre public international et que le tribunal arbitral n'a rien vu. Alors, c'était pas question de corruption, c'était une question de sanction. Et donc là, c'était une question de savoir si finalement euh, passer par telle route ou telle route n'était pas aussi contraire à des mesures restrictives qui sont ordonnées par l'Union européenne. Donc, et ça, c'est une question de fond qui a été soulevée. Les débats étaient déjà clos, donc on avait déjà l'arbitre avait clôturé les débats. Mais alors il y a la Cour selon son statut, le statut de la Cour de la CCI, a la possibilité de ne pas valider la sentence, c'est vraiment le mot, ne pas approuver, enfin, approve, donc ne pas valider la sentence. Donc il y a trois choix: valider tel quel, valider avec quelques corrections de fond, de forme, ou bien ne pas approuver. Là, c'est vraiment un signal très fort pour le tribunal arbitral et on explique pourquoi. Donc on motive la raison pour laquelle on n'approuve pas. Et là, oui, donc je vais corriger le tir, c'est possible, même finalement quand on a clôturé le débat et même rendu le projet. Merci beaucoup. Corriger donc quand on a envoyé la sentence à l'organe de l'institution qui relie la sentence, le projet de sentence. Donc, Kamalia nous confirme qu'au CMAP, il n'y a pas ça, on n'a pas eu de sentence de la commission d'arbitrage, on peut considérer. Je confirme. On a Très une bien. lecture très attentive à deux Ouais. niveaux, même scientifique et celle de la commission. Ouais. Et on est plusieurs à relire, mais Ouais. on n'a jamais eu de problème d'ordre public, quel que soit le type de contrat, que ce soit l'arbitrage interne ou international. On n'a jamais eu Très bien. ces problématiques. Ça fait 2 ans que je suis membre de la commission. Oui, CMAP. oui, 2 ans, Très bien. je n'ai pas encore confirmé. Super, merci beaucoup. Et ça, c'est une question de Sedonji Akalagoun sur le principe de confidentialité dans les processus de médiation. Est-ce que, face à l'exercice de ce principe de confidentialité, la partie peut amener le médiateur à ne pas dénoncer un cas de corruption avérée? Est-ce que, si ça se présente, quelle devrait être un peu la meilleure façon de réagir de médiateur? Qui va courir le processus. Donc, le médiateur encore une fois, n'est pas là pour établir la vérité. Donc, il n'est pas dans un travail d'enquête, il travaille d'évaluation. Une fois qu'il a fait ce travail de questionnement dont on parlait à l'instant et de pouvoir aller peut-être creuser quelque chose. Moi, je pense que le risque, c'est de ne pas creuser, c'est de ne pas poser les questions, c'est de ne pas oser dire, là, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Et si des informations voilà, sont effectivement partagées avec lui et qu'il choisit au regard du principe de la licéité de se retirer de l'affaire, cela reste pas une obligation de fait. Voilà, les parties vont avoir connaissance de la situation actuelle. Il peut peut-être communiquer au centre qui l'a mandaté si c'est le fait que voilà. Merci beaucoup. Il y a une autre question ici en salle. Oui, merci Philippe Chevalier, moi je suis médiateur au CMAP. Vous avez mentionné Transparency International. Je veux savoir comment vous travaillez. Est-ce que vous bénéficiez de, je sais pas, de bases de données qu'ils émettent et qui sont peut-être publiques ou vous êtes restreintes, ou alors est-ce que c'est vous qui les sollicitez quand vous avez un doute? Voilà, moi je me pose la question de qui va vers qui et quelle est quelque part la validité des informations. Enfin, j'imagine que c'est une instance au-dessus de tout soupçon.
mais ça me pose question quand même de comment vous fonctionnez par rapport à eux, ou peut-être d'autres instances équivalentes. Merci. Après, je peux te laisser Carl. Transparency International, c'est une association en fait, de lutte contre la corruption. En fait. La réalité est que c'est presque toujours on dit parti qui va vous donner en fait des informations parce que en fait dans le Kamal en fait a parlé de problématiques des arbitres, c'est la même chose pour les médiateurs. En fait, d'être un peu aveugle en fait aux choses qui sont à côté, c'est l'obligation des partis de donner en fait le grand tableau dans nos affaires, parce on était très ouvert à coopérer avec les agences anticorruption dans l'enquête pour la résolution de dossiers. On a toujours en fait donné en fait à la fois en fait ce grand tableau en fait pour mettre l'affaire concret dans le contexte en fait de l'enquête en soi en fait dans l'affaire en soi, mais aussi pour donner en fait des éléments aidant en fait les tribunaux, les médiateurs de comprendre notre point de vue. Ainsi, en fait, le point de vue de Transparency International, en fait, de Corruption Watch, en fait, des autres organisations similaires, parce que c'est un élément de preuve. Si vous regardez, en fait, le fil rouge, en fait, des CCI, en fait, le fameux article de professeur Gaillard, en fait, ont des éléments clés pour juger une situation de corruption et de situation générale. En fait, et les éléments spécifiques, les éléments généraux. Et en fait, on des éléments généraux et toujours en fait la situation de ce pays, de cette industrie, en fait, dont l'appréciation de Transparency International, il y a parfois le Transparency International Report qui concerne en fait des affaires spécifiques et se font toujours éléments de preuve. Bien sûr, un arbitre médiateur peut faire des recherches autonomes, mais c'est plutôt le cas que les parties vont donner en fait leurs appréciations sur ce scala-là. Ok, pardon, Faïsa, c'est juste une question de son. Là, quand il y a eu la réponse à la dernière question, on aimerait juste clarifier au public qui est en ligne si le médiateur a donc, en conclusion de ta réponse, doit signaler la corruption quand voilà, il est face à une Je situation. pense que c'est une évaluation au cas par cas. C'est vraiment en fonction de la magnitude, je reprends ce terme, mais de la corruption. Si vous êtes fait emmener dans un dossier où finalement, ce que je disais tout à l'heure, le médiateur se retrouve instrumentalisé sur voilà des soupçons de blanchiment et que tout d'un coup son office devient impossible, eh bien il se posera la question en effet euh, au moins auprès du centre, de pouvoir manifester le problème et puis peut-être auprès des autorités. En l'occurrence, j'ai pas d'expérience, mais peut-être en arbitrage, la même question peut se poser aussi. La même question se pose en arbitrage. Il est vrai que alors là, si on réduit un petit peu le débat, enfin, en tout cas, la réponse à la question, en prenant le droit français comme applicable, parce que le siège est en France. On prend un arbitrage interne, la question ne se pose même pas, hein, parce que, mais on va dire le tribunal arbitral est international et multiculturel, mais par contre le siège est en France. Et il y a des vrais soupçons. S'il n'y a pas d'instruction pénale, enfin, s'il n'y a pas eu de plainte pénale, etc. Bon, ça, c'est une question, pour le coup, en pratique, qui est déjà arrivée, où une partie le soulève et le tribunal arbitral demande systématiquement, quasiment systématiquement, si vous plaignez de la corruption, mais est-ce que vous avez, vous, soulevé ça dans l'État où les faits infractionnels ont prétendument eu lieu? Ça, c'est une question qui se discute, en fait. Voilà, avant que l'arbitre agisse d'une manière ou d'une autre. Maintenant, strictement parlant, donc, pour pas échapper donc à la question qui est posée parce qu'elle est quand même très claire, c'est est-ce qu'on dénonce ou est-ce qu'on dénonce pas? Alors, si le droit français est applicable d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre, on a le code de procédure pénale, l'article 80, qui oblige toute personne qui a connaissance d'une infraction de la dénoncer. Elle est quand même limitée aussi, et alors ça, c'est une question qui se pose, elle est quand même limitée aussi par elle ne s'applique pas, cette obligation, à des personnes comme les médecins, etc., qui sont par la loi tenues par une obligation de confidentialité. Toute la question est de savoir si ce tribunal arbitral est tenu par la loi par une obligation de confidentialité. Voilà, on peut réfléchir dans les deux sens.
Mais il me semble que s'il y a eu enfin, je pense qu'il y a eu un cas, encore une fois, ça ne s'est jamais clarifié complètement, mais où un lanceur d'alerte était un secrétaire de tribunal arbitral. Voilà, donc il y a eu des cas où, bon, on a maintenant en France un dispositif de protection aussi des lanceurs d'alerte, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Enfin, cette obligation-là, elle peut s'interpréter dans les deux sens. Cette obligation de dénoncer une infraction, quand on a un soupçon de l'infraction, là, on est vraiment encore dans des soupçons, on n'est que dans des indices, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas encore dans des... Dès lors qu'il y a une preuve directe, ce n'est pas la même chose. Je dirais qu'une preuve directe, ce n'est pas la même chose. Il faut que ça soit au moins clair dans la sentence et dans la manière dont l'arbitre exerce son office. Puisque, quand même, c'est une affirmation évidente, mais je précise quand même, lorsqu'on parle des indices graves, concordants, etc., on parle de tout cela à défaut de preuves directes, parce que dès lors qu'il y a une preuve directe, la question de l'office et de la déontologie ne se pose pas de la même manière. Il y a eu des cas où il y a la preuve directe. D'ailleurs, si on prend l'exemple de Averda contre Gabon de 25 octobre 2025, là, alors, la corruption était établie, encore une fois, pour l'exécution, pas pour la conclusion, mais elle était établie. Et d'ailleurs, on était devant le tribunal arbitral dans des discussions par les experts de la partie adverse, donc de l'État du Gabon, qui parlait de nombre de factures qui étaient, par leur agent public, acceptées tout en connaissance de cause que c'était des fausses factures. Donc, ils ont mis sur le stand des témoins quelqu'un qui a dit, voilà, je représente l'État, oui, toutes ces factures-là, on savait et on a pu évaluer le nombre de fausses factures et des bonnes factures. Donc, parfois, il y a des preuves directes et là, on se passe des indices. Mais où la question de la dénonciation n'est pas si simple puisqu'il y a, enfin, on choisit le mal dans lequel, on choisit un des deux mots, quoi. Le mal de ne pas dénoncer une infraction, en considérant qu'on est tenu par une obligation de confidentialité prescrite par la loi et par laquelle on est tenu, puisqu'encore faut-il que la loi soit applicable et soit pertinente, et puis le mal de dénoncer une infraction et de prendre le risque d'avoir violé l'obligation de confidentialité. Alors, il faut être prudent quand on prend une affaire comme ça, quand on est arbitre, il faut être prudent dès le début souvent ce sont des questions, alors sans stigmatiser, mais qui ne sont pas des arbitrages accélérés, donc ce ne sont pas des petits arbitrages. Donc c'est vraiment le règlement de droit commun, enfin classique, qui s'applique. Et ce que ça implique, c'est qu'il y a toujours une lettre de mission. Alors dans les arbitrages accélérés, il y a pas toujours, pas souvent la lettre de mission, mais quand il y a pas de, quand il y a une lettre de mission, ce sont des choses que l'on prévoit. Il y a toujours une clause sur la confidentialité, et je dirais qu'un tribunal prudent, c'est ma manière de me sortir de cette question sans commettre d'erreurs scientifiques. Voilà. Et donc, le tribunal arbitral, dans la lettre de mission, considérera quelle est l'étendue de l'obligation de confidentialité. Sachant que, bien sûr, dès lors qu'on est dans des choses impératives de l'ordre public, etc., de l'ordre public, là, je parle du pénal, hein, pas de l'ordre public international, dans le sens de recours à annulation. Là, on ne peut pas, ça nous appartient pas, on ne peut pas disposer librement de certaines choses. Donc, mais quand même prévoir ces choses-là quand on voit que c'est un dossier dans lequel il peut y avoir, et ça, on le voit puisque quand on écrit la lettre de mission, souvent la requête d'un arbitrage et la réponse à la requête a déjà été soumise. Donc, on connaît déjà les termes du débat. L'objet du litige, on le connaît déjà. Juste ajouter qu'en fait, les conséquences d'avoir averti en fait les agences publiques en fait sur un soupçon de corruption peut avoir ses conséquences aussi. Enfin, on a eu en fait dans un arbitrage en fait une obligation de confidentialité qui est très tenue, mais qui a eu une exception absolument claire pour la dénonciation des soupçons de corruption vers les autorités en fait publiques. On l'a fait. Et en fait, on s'est retrouvé dans un autre arbitrage, en fait, avec le même parti. Disons que vous avez en fait commis en fait une faute d'avoir averti en fait et maintenant j'ai perdu en fait des contrats en fait dans le pays concerné et c'est vous que vous êtes obligé de rémunérer pour cette perte. Et bon, on a gagné cet arbitrage-là avec une clause de confidentialité et elle a recommencé le même affaire une troisième fois. En fait, toujours en fait, c'est basé sur en fait les fautes commises en fait dans les arbitrages en donnant son à les affaires de corruption. Intéressant. Oui.
Oui, bon, bah, je vois pour l'instant de ce qu'on vient d'entendre qu'il faut tenir en compte des différentes hypothèses, des cas par cas, justement, et qu'il y a en matière de médiation, c'est plutôt prospective parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, au moins qu'on sache, sur un médiateur qui est confronté à ça, mais c'est intéressant pour les médiateurs qui sont ici et aussi qui sont en visio. Et surtout, moi, j'avais une question vis-à-vis du rôle de l'institution. Est-ce que vous croyez que le médiateur et les arbitres qui travaillent dans un arbitrage ou une médiation institutionnelle, ils seront mieux accompagnés justement parce qu'il y a une institution? Est-ce que vis-à-vis d'un cas de corruption, est-ce que c'est mieux alors d'être toujours accompagné par une institution ou est-ce que peu importe si c'est une médiation arbitrage ad hoc ou médiation arbitrage institutionnel vis-à-vis de ces questions déontologiques, quelle serait pour vous un peu l'importance du rôle d'une institution? De fixer le cadre, je pense que l'institution, elle va garantir un certain nombre de principes. Après, sur ce sujet précis de la corruption, il y a très peu d'informations dans les codes déontologiques, donc c'est peut-être quelque chose à revoir et à réfléchir. Euh, Moi, je pense que les principes en tout cas de la médiation, c'est vraiment la boussole du médiateur. Le fait de les exposer de façon extrêmement claire tout au long du processus avec les parties et en séance plénière et de rappeler, encore une fois, je parlais tout à l'heure de cette principe volontaire, de cette liberté. Voilà, les parties sont vraiment dans le contrôle de ce qu'elles souhaitent accomplir dans leur dossier de médiation. Donc moi, je dirais que oui, le fait d'être dans un cadre institutionnel est assez rassurant, permet de s'appuyer voilà sur le cadre qui est apporté par l'institution. Euh, Après voilà sur une hypothèse d'une médiation ad hoc, on suivrait les mêmes principes fondamentaux. Mais il y a des questions qui sont pas si simples et on l'entend aujourd'hui. Et voilà, il faut peut-être s'atteler à rentrer dans le détail, à scénariser un petit peu les hypothèses et puis à apporter aux médiateurs des réponses claires, voilà, à peut-être l'initiative de l'institution, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous souhaiteriez aborder? Nous sommes là à 10h20, donc je ne sais pas s'il y reste encore des thématiques à traiter rapidement. Bon, bah si alors tout le monde est d'accord, on pourrait clore la session pour aujourd'hui au moins, parce qu'après effectivement on peut faire une deuxième édition si ça vous intéresse et intéresse à tous les publics. Je vous remercie infiniment aux intervenants pour partager vos connaissances, vos expériences. C'est une thématique qui est toujours très problématique où on voit il y a plein de questions qu'il faut tenir en compte de cas par cas, de différentes hypothèses, il peut y avoir des différentes réponses. Et donc, je vous remercie aussi aux participants en ligne et en présentiel. Et là, donc, le CMAP vous propose de passer à la salle d'accueil pour un petit déjeuner et si vous voulez continuer à partager avec les intervenants. Merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Merci. Bonne journée à tous.